En quelques années à peine, une partie croissante des Afro-Américains a commencé à tourner le dos au rêve américain pour regarder vers l'Afrique. Derrière cette bascule silencieuse, les violences raciales, la précarité et la fatigue d'un système perçu comme irrémédiablement injuste s'accumulent. Pour beaucoup, les discours d'Ibrahim Traoré, portés par l'idée de souveraineté africaine et de dignité retrouvée, deviennent le signal faible d'un possible retour aux racines. Alors, que révèle vraiment ce mouvement discret? Et jusqu'où peut-il remodeler l'avenir des États-Unis, de l'Afrique et de toute la diaspora noire? Le mouvement de retour vers l'Afrique ouvre une promesse inattendue, celle d'un avenir que les Afro-Américains construisent eux-mêmes, loin des mécanismes sociaux qui les ont longtemps limités. Cette dynamique, encore discrète mais déjà structurée, suggère une opportunité rare. Redéfinir un espace où identité, sécurité et projection économique ne dépendent plus d'un modèle occidental en perte de crédibilité. Pour comprendre ce tournant, il faut observer comment les crises successives aux États-Unis, instabilité politique, violence raciale, hausse du coût de la vie, ont fragilisé les fondations d'un idéal autrefois incontesté. Le véritable enjeu réside dans la capacité de l'Afrique à accueillir cette énergie nouvelle sans créer de tensions inutiles, car si les retours se multiplient, ils impliquent aussi une recomposition sociale qui ne peut réussir qu'avec des politiques d'intégration mais pensées sur le long terme. La diaspora n'apporte pas seulement des compétences, elle transporte une vision du monde façonnée par l'exil, mais avide d'enracinement. Cette confrontation entre attentes élevées et réalités africaines constitue le cœur du défi. Une question demeure. Cette promesse peut-elle réellement devenir un moteur durable de transformation? Les premiers indicateurs démographiques montrent que le nombre de départs d'Afro-Américains vers l'Afrique a augmenté d'environ 25% en moins d'une décennie, une progression passée longtemps sous le radar. Ce chiffre, modeste en apparence, signale pourtant une rupture profonde dans la perception du futur au sein d'une communauté fatiguée par l'instabilité sociale américaine. Dans ce mouvement émergent, le rôle d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur inattendu, car ses prises de position sur la souveraineté et la dignité résonnent fortement auprès d'une diaspora en quête de repères. Si Atlanta, New York ou Los Angeles restant encore des pôles majeurs de la culture noire, ils sont aussi les scènes où s'accumulent sentiments d'injustice, stagnation économique et désillusion politique. Pour une partie croissante de la population, l'Afrique cesse d'être un symbole lointain pour devenir un territoire concret où l'on peut reconstruire un destin, et non seulement survivre à un système jugé épuisé. Les villes africaines jouent également un rôle essentiel dans cette dynamique. Accra, Kigali, Nairobi ou Lagos se transforment rapidement, offrant des infrastructures nouvelles, des programmes d'accueil et des opportunités entrepreneuriales adaptées au retour. Cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle découle de politiques publiques cohérentes, d'initiatives urbaines ambitieuses et d'un climat où innovation et sécurité deviennent des priorités stratégiques. La diaspora afro-américaine observe ces changements non pas comme une simple curiosité, mais comme une alternative viable à un modèle occidental qui ne tient plus ses promesses. La rencontre entre ces deux trajectoires, une Amérique en perte de confiance et une Afrique en expansion, crée l'espace où un mouvement transcontinental peut réellement prendre forme. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré devient structurante. Son discours, relayé au-delà du Burkina Faso, redonne à l'Afrique un cadre narratif fait de souveraineté, de capacité d'action et d'ambition collective. Cette nouvelle lecture du continent attire ceux qui cherchent non seulement un refuge, mais un environnement où l'avenir se construit avec cohérence et dignité. Derrière les statistiques et les tendances géopolitiques se trouvent des trajectoires individuelles qui éclairent la réalité de ce mouvement. À Atlanta, une ingénieure en cybersécurité de 34 ans a quitté un emploi stable dans une entreprise technologique après une série d'incidents discriminatoires sur son lieu de travail. Installée depuis 2 ans à Accra, elle a cofondé un petit hub de formation numérique destiné aux jeunes diplômés, constatant que l'écosystème local offrait une marge de progression impossible à atteindre dans son ancien environnement professionnel. Son cas n'est pas isolé. Il illustre la manière dont la recherche d'un espace social respirable devient un facteur déterminant.
À Los Angeles, un couple de restaurateurs a vendu son commerce pour s'installer à Kigali, attiré par la stabilité institutionnelle et la croissance du secteur touristique. En 18 mois, ils ont ouvert un établissement mêlant cuisine afro-américaine et produits locaux, attirant à la fois résidents urbains et nouveaux rapatriés. Leur expérience met en lumière un phénomène discret mais essentiel. Les compétences acquises aux États-Unis trouvent souvent en Afrique un terrain d'application plus souple, moins contraint par les barrières administratives ou par la pression financière. Ces histoires ne prétendent pas représenter l'ensemble du mouvement, mais elles montrent comment des choix personnels peuvent, mis bout à bout, façonner des dynamiques collectives. Les premiers impacts se concentrent sur 3 domaines: entrepreneuriat, innovation et formation, où l'arrivée de la diaspora crée un effet de levier inattendu. Chaque parcours souligne une même réalité, la possibilité de recomposer un avenir lorsque le cadre d'origine ne répond plus aux aspirations essentielles. En somme, la bascule commence toujours par un choix intime. Le point de départ de ce mouvement transcontinental n'a rien d'un basculement spectaculaire. Il s'agit d'une accumulation lente de signaux faibles, suffisamment discrets pour passer longtemps inaperçus. Les premiers départs isolés, souvent motivés par des frustrations professionnelles ou des discriminations répétées, n'étaient pas encore considérés comme une tendance. Mais un élément décisif intervient à partir de 2018. L'essor des plateformes numériques, où des milliers d'Afro-Américains commencent à partager ouvertement leur fatigue du modèle social américain. Ces récits, relayés sur les réseaux, transforment des expériences individuelles en conscience collective. La question cesse d'être personnelle, elle devient structurelle. En avançant dans cette réflexion, c'est là que la dynamique s'accélère. Les violences policières, les crises politiques successives et les inégalités croissantes fournissent un catalyseur puissant. Les sondages internes de plusieurs ONG américaines montrent que le nombre d'Afro-Américains envisageant un départ définitif dépasse pour la première fois les 20%. Cette montée ne s'explique pas uniquement par le rejet des États-Unis, elle correspond aussi à la transformation rapide de plusieurs pays africains. Le Ghana lance des dispositifs de résidence simplifiés, le Rwanda étend ses programmes d'intégration, le Kenya multiplie les incitations pour les entrepreneurs issus de la diaspora. Ces mesures créent un effet d'aspiration qui se superpose à l'effet de rejet vécu outre-Atlantique. Plus loin dans cette dynamique, le moment charnière survient lorsque des figures politiques africaines, dont Ibrahim Traoré, adoptent un discours de souveraineté affirmé qui traverse les frontières. Ces interventions, partagées massivement en ligne, redonnent une centralité politique et symbolique à l'Afrique dans l'imaginaire de la diaspora. L'idée d'un retour n'est plus perçue comme une rupture radicale, mais comme une réappropriation naturelle d'un espace économique, culturel et identitaire. Cette articulation entre volonté individuelle et cadre politique nouveau constitue le cœur du chaos trao, la montée en intensité du phénomène. En poursuivant le fil de cette transformation, les retombées apparaissent rapidement. Dans les grandes métropoles africaines, la hausse de la demande immobilière est mesurable. À Accra, les promoteurs notent un changement de profil des acheteurs, avec une augmentation significative des acquisitions par des familles afro-américaines disposant d'un capital initial solide. À Kigali, les incubateurs technologiques rapportent un afflux de projets portés par des profils formés dans la Silicon Valley ou dans des universités américaines. Ce mouvement ne se limite pas au secteur formel. Les associations culturelles, les initiatives communautaires et les studios créatifs voient émerger de nouvelles synergies, transformant la vie urbaine. À ce stade du récit collectif, mais cette dynamique génère aussi des tensions. Dans certains quartiers, la hausse des loyers crée une pression sur les classes moyennes locales. Les gouvernements africains doivent concilier attractivité internationale et stabilité sociale intérieure, tout en évitant que la migration ne devienne un facteur de division. Les pays les plus exposés cherchent alors à mettre en place des politiques d'équilibre, combinant intégration de la diaspora et protection des populations locales. Cette phase de Duchamp révèle le véritable enjeu, transformer l'énergie de ce retour en moteur durable plutôt qu'en déstabilisation involontaire. Dans la continuité de cette évolution, l'enchaînement des événements montre une réalité simple.
Ce mouvement ne résulte ni d'un choc unique, ni d'un engouement passager, mais d'une série de déclencheurs qui, mis bout à bout, redéfinissent la relation entre l'Afrique, la diaspora et un modèle américain en perte de sens. En approfondissant cette trajectoire, la progression du mouvement devient lisible dès qu'on observe l'écart entre les tendances d'il y a 10 ans et les indicateurs actuels. L'évolution n'est pas explosive, mais elle est suffisamment nette pour révéler un changement structurel. Les premiers signaux concernaient surtout des familles isolées. Aujourd'hui, ce sont des communautés entières qui s'informent, évaluent et projettent un départ possible. Cette bascule confirme qu'on ne se trouve plus face à une réaction ponctuelle, mais bien devant une dynamique durable, nourrie par des motivations économiques, identitaires et sociales qui s'additionnent au fil des crises américaines. En avançant dans cette réflexion, le premier chiffre significatif apparaît au Ghana, où les investissements en provenance de la diaspora afro-américaine ont augmenté d'environ 15% en 2021. Cette hausse reflète l'attractivité croissante des programmes de résidence et les incitations fiscales. Elle indique surtout que la diaspora perçoit désormais le Ghana comme une destination réellement stable. Plus loin dans cette dynamique, le second indicateur provient du Kenya. Entre 2019 et 2022, la demande immobilière a grimpé d'environ 30%, tirée par des acquisitions venant à la fois de rapatriés récents et de familles en phase préparatoire de relocalisation. L'augmentation traduit une volonté de s'ancrer durablement dans des zones urbaines dynamiques. En poursuivant le fil de cette transformation, le troisième chiffre émerge du Rwanda, où le secteur technologique a enregistré près de 18% de croissance du nombre de startups créées par des profils issus de la diaspora. Ce pourcentage montre que l'écosystème local absorbe efficacement les compétences externes. À ce stade du récit collectif, ces données, bien que réparties sur plusieurs pays, dessinent un même schéma. La diaspora ne se contente pas de revenir, elle injecte des capitaux, des savoir-faire et une culture professionnelle acquise dans des environnements très compétitifs. Ce transfert, souvent discret, produit un effet multiplicateur sur des secteurs clés, et dans la tech, il accélère la montée en compétences locales. Dans l'immobilier, il stimule la construction de nouveaux pôles urbains. Dans l'agriculture durable, il introduit des méthodologies plus résilientes face au changement climatique. Dans la continuité de cette évolution, cependant, les chiffres seuls ne suffisent pas à comprendre l'ampleur du phénomène. Ce mouvement s'alimente d'une convergence de facteurs non quantifiables. Le besoin de sécurité psychologique, la recherche d'un modèle de société cohérent et la volonté d'appartenir à un espace où l'identité noire n'est pas interrogée en permanence. Ces éléments immatériels expliquent pourquoi la migration n'est pas uniquement fondée sur l'espoir économique, mais sur une quête de sens. En approfondissant cette trajectoire, les gouvernements africains ont compris cette combinaison et adaptent progressivement leurs politiques. Certains renforcent les dispositifs de double nationalité. D'autres créent des couloirs administratifs pour faciliter l'intégration professionnelle. Plusieurs métropoles investissent dans des infrastructures nouvelles destinées à accueillir entrepreneurs, ingénieurs, artistes ou familles en transition. Ces décisions ne répondent pas à une urgence, mais à une vision. Capter une énergie diasporique capable d'accélérer la transformation du continent. En avançant dans cette réflexion, la lecture des données montre ainsi une réalité claire. La migration afro-américaine vers l'Afrique ne constitue pas une exception statistique, mais l'une des forces structurantes de la décennie. Les chiffres se stabilisent, les tendances se renforcent et chaque nouveau départ consolide une dynamique qui s'installe dans la durée. L'essor du retour afro-américain vers l'Afrique suscite un débat vif où deux lectures antagonistes s'affrontent. La première, résolument optimiste, voit dans cette migration un levier historique capable de repositionner l'Afrique dans l'économie mondiale. Ses partisans soulignent que les rapatriés apportent un capital financier rarement accessible localement, ainsi qu'un ensemble de compétences forgées dans des environnements hautement concurrentiels. Selon cette thèse, leur arrivée accélère la création de start-up, renforce les secteurs technologiques et contribue à la diversification économique. Les transformations observées à Accra, Kigali ou Nairobi semblent conforter cette vision. Les nouvelles entreprises s'y multiplient, les infrastructures se modernisent et les gouvernements y perçoivent un atout stratégique pour affirmer leur souveraineté dans un monde multipolaire.
Plus loin dans cette dynamique, la seconde thèse, plus prudente, met en avant les risques de tension sociale et de déséquilibre structurel. Ces défenseurs rappellent que les économies africaines restent marquées par des écarts de revenus importants et un chômage élevé parmi les jeunes. Dans ce contexte, l'arrivée d'une diaspora généralement plus éduquée et plus aisée pourrait accentuer les fractures déjà existantes. Ils alertent également sur la possibilité d'une gentrification accélérée dans les grandes métropoles où la pression immobilière exclurait les classes moyennes locales. Selon eux, le phénomène pourrait créer un clivage durable entre populations autochtones et rapatriées, surtout si les politiques d'intégration ne suivent pas le rythme de la migration. En poursuivant le fil de cette transformation, face à ces deux lectures, l'analyse des faits disponibles suggère une conclusion intermédiaire mais solide. Les avantages réels existent, tout comme les risques, et l'issue dépend essentiellement de la capacité des États africains à structurer cette transition. Les exemples cités dans les sources montrent que les retombées positives, investissement, innovation, dynamisation culturelle, se manifestent rapidement lorsque les gouvernements anticipent et ajustent leurs politiques. A l'inverse, les tensions apparaissent surtout dans les zones où l'encadrement institutionnel demeure insuffisant. Le mouvement des rapatriés n'est donc ni une menace automatique, ni une solution miracle. Il constitue une opportunité, à condition d'être géré avec cohérence, transparence et vision à long terme. Une bascule devient visible. Au milieu de cette dynamique encore en construction, un élément réoriente discrètement le mouvement, l'effet de résonance croissante entre les discours souverainistes et la réalité des transformations urbaines en Afrique. Dans plusieurs villes, les rapatriés ne se contentent plus de s'intégrer. Ils influencent directement les politiques locales par leurs choix économiques et leurs initiatives communautaires. Ce glissement crée un point d'inflexion car il transforme un phénomène migratoire en force de négociation pour les gouvernements africains. À ce stade du récit collectif, c'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Son insistance sur l'indépendance stratégique et la maîtrise des ressources offre un cadre narratif auquel la diaspora répond avec une attention renouvelée. Non pas par adhésion idéologique systématique, mais parce que ces interventions s'inscrivent dans un contexte où plusieurs pays africains affichent une volonté concrète d'autonomie. Cette convergence entre attentes diasporiques et ambitions politiques africaines change l'équation du retour. Dans la continuité de cette évolution, la nouveauté réside surtout dans la rapidité avec laquelle ce midpoint affecte les priorités. Entreprendre, investir, se former ou transmettre deviennent des gestes porteurs de sens collectif. Le mouvement cesse alors d'être un simple choix individuel pour devenir un processus capable d'influencer les trajectoires régionales. Les conséquences du retour afro-américain en Afrique se lisent différemment selon les acteurs concernés. Ce n'est pas un phénomène uniforme. Chaque groupe vit des gains, des tensions ou des ajustements qui redéfinissent leurs priorités. L'analyse des sources montre que ces effets se structurent en 4 catégories majeures: les nouveaux nationaux, les décideurs publics, les nations d'origine et les acteurs économiques du continent. Dans chacune, l'influence d'Ibrahim Traoré associée aux transformations politiques actuelles agit comme un repère ou un déclencheur de repositionnement. En approfondissant cette trajectoire, premièrement, les nouveaux nationaux NN. En avançant dans cette réflexion, pour les rapatriés, l'Afrique devient une plateforme de reconstruction identitaire et professionnelle. Beaucoup trouvent dans les métropoles africaines un espace social où la mobilité ascendante semble plus tangible que dans les grandes villes américaines. Les secteurs de l'innovation, de l'immobilier ou de la formation offrent des chemins d'intégration rapide pour ceux qui disposent de compétences acquises aux États-Unis. L'écho des discours souverainistes d'Ibrahim Traoré renforce ce sentiment d'appartenance, car il propose un cadre où dignité et autonomie sont perçues comme non négociables. Plus loin dans cette dynamique, deuxièmement, les décideurs et administrations locales DN, en poursuivant le fil de cette transformation, pour les gouvernements africains, le retour de la diaspora représente à la fois une opportunité et un test de capacité institutionnelle. Les politiques d'accueil, longtemps limitées à des programmes symboliques, deviennent plus stratégiques. Incitation fiscale,
couloirs administratifs simplifiés, partenariats éducatifs ou technologiques. Dans les villes en expansion, les administrations tentent d'équilibrer attractivité internationale et stabilité sociale, conscients des risques de fractures internes. Dans ce cadre, la trajectoire portée par Ibrahim Traoré encourage plusieurs États à adopter un discours renforcé sur la souveraineté et la planification de long terme. À ce stade du récit collectif, troisièmement, les nations d'origine, les États-Unis, ND. Dans la continuité de cette évolution, du côté américain, le phénomène s'observe comme une érosion lente mais significative. Les départs répétitifs, même s'ils ne représentent pas un exode massif, témoignent d'un affaiblissement de la confiance envers le système social et politique. Plusieurs institutions et médias américains commencent à analyser ce mouvement comme un signal de désenchantement profond, en particulier chez les classes moyennes noires. La visibilité internationale d'Ibrahim Traoré ajoute un élément symbolique. Elle rappelle que d'autres modèles politiques peuvent séduire une population historiquement marginalisée. Il devient un vecteur de transformation systémique où la présence d'Ibrahim Traoré sert de fil conducteur narratif pour comprendre l'évolution des rapports entre Afrique, diaspora et monde occidental. Les 6 à 12 prochains mois constituent une période décisive pour mesurer la solidité du mouvement de retour afro-américain vers l'Afrique. Rien n'indique que la dynamique se figera. Au contraire, les tendances observées suggèrent plusieurs chemins possibles, chacun dépendant des capacités de coordination entre États africains, diaspora et acteurs économiques locaux. Les scénarios ci-dessous ne prédisent pas l'avenir, ils dessinent des configurations plausibles à partir des signaux actuellement visibles. En poursuivant le fil de cette transformation, scénario de base, croissance maîtrisée et ajustement lent à ce stade du récit collectif, dans cette trajectoire, les retours continuent à un rythme régulier mais sans accélération spectaculaire. Les investissements de la diaspora se maintiennent, surtout dans la technologie, l'immobilier et la formation, tandis que les grandes métropoles africaines poursuivent leurs réformes administratives. Les tensions sociales restent contenues grâce à des politiques locales d'ajustement, mais des écarts persistent entre zones urbaines dynamiques et régions moins équipées. Ce scénario suppose une coordination prudente où chaque avancée résulte d'arbitrages institutionnels minutieux. Dans la continuité de cette évolution, scénario optimiste, accélération des synergies et montée en gamme. En approfondissant cette trajectoire, ici, la diaspora devient un moteur structurant pour les économies africaines. Les startups fondées par d'anciens cadres américains se multiplient et attirent des investisseurs internationaux. Les gouvernements, inspirés par les discours sur la souveraineté et la maîtrise des ressources, renforcent leurs stratégies industrielles. Les retours s'intensifient dans des secteurs variés: santé, énergie renouvelable, agriculture intelligente. Les tensions sociales diminuent grâce à des programmes d'intégration réussis et à la création d'emplois locaux. Dans cette version, l'Afrique consolide sa place comme zone d'innovation émergente. En avançant dans cette réflexion, scénario pessimiste, frictions internes et ralentissement du mouvement. Plus loin dans cette dynamique, si les capacités institutionnelles ne suivent pas la croissance des arrivées, les inégalités urbaines risquent de s'amplifier. La pression sur le logement, les infrastructures et l'emploi peut engendrer un ressentiment local détériorant le climat social. Des rapatriés déçus pourraient repartir, créant un cycle d'aller-retour nuisible à la stabilité du mouvement. Les gouvernements, confrontés à des arbitrages urgents, pourraient réduire les incitations initialement accordées à la diaspora. En poursuivant le fil de cette transformation, recommandation de pensée, à ce stade du récit collectif, face à ces trajectoires possibles, la clé consiste à conserver une lecture systémique. Les retours ne sont ni une solution miracle, ni une menace intrinsèque, mais un levier dont l'efficacité dépendra de la capacité collective à aligner ambition politique, stabilité sociale et investissement durable. Le retour afro-américain vers l'Afrique ne produit pas seulement des effets macroéconomiques ou politiques, il redéfinit aussi la manière dont chaque individu appréhende son avenir. Ce phénomène touche simultanément 3 catégories de publics, chacun avec des attentes, des risques et des marges d'opportunités différentes. L'enjeu consiste à comprendre comment cette dynamique, encore en évolution,
influence les trajectoires personnelles dans un contexte global marqué par l'incertitude. Dans la continuité de cette évolution, premièrement pour les individus tentés par le départ. En approfondissant cette trajectoire, ce mouvement ouvre une perspective nouvelle, celle d'un lieu où l'identité noire n'est pas négociée, mais intégrée au tissu social. Les profils en quête de stabilité psychologique ou de mobilité professionnelle trouvent dans certaines villes africaines un cadre plus lisible que dans leur environnement américain actuel. 2 pistes simples émergent. Explorer les dispositifs de résidence avant de s'engager et tester les écosystèmes locaux via des séjours courts. Ces premiers gestes réduisent l'incertitude et aident à structurer un projet réaliste. En avançant dans cette réflexion, deuxièmement, pour ceux qui restent aux États-Unis mais observent plus loin dans cette dynamique, le phénomène agit comme un miroir. Il oblige à réévaluer les attentes envers le modèle américain. Beaucoup suivent le mouvement sans intention immédiate de partir, mais avec une réflexion croissante sur leur trajectoire à long terme. Les récits de réussite ou d'échec des rapatriés deviennent alors des repères décisionnels. Une démarche utile consiste à cartographier ses priorités, sécurité, perspectives économiques, sentiment d'appartenance, afin de clarifier ce qui doit évoluer ici ou ailleurs. En poursuivant le fil de cette transformation, troisièmement, pour les familles partagées entre 2 continents à ce stade du récit collectif, la question n'est pas seulement logistique. Elle touche à la continuité éducative, à la transmission culturelle et à la cohésion familiale. Les choix de relocalisation exigent une préparation plus fine, notamment en matière de scolarité et d'intégration sociale. Les familles gagnent à évaluer simultanément les opportunités africaines et les contraintes américaines pour éviter les décisions guidées uniquement par l'émotion. Dans la continuité de cette évolution, au croisement de ces 3 angles, une certitude se dessine. Le mouvement transforme autant qu'il questionne. Transformer le retour afro-américain en levier durable exige une coordination précise entre décideurs, diaspora et acteurs économiques. Les sources montrent que les avancées les plus solides apparaissent lorsque les initiatives sont séquencées et mesurables. Dans ce cadre, les orientations souverainistes mises en avant par Ibrahim Traoré fournissent un cadre conceptuel utile: autonomie institutionnelle, valorisation des ressources locales et montée en compétences progressives. La question n'est plus seulement d'accueillir, mais de structurer un écosystème capable d'absorber et de redistribuer l'énergie du mouvement. En approfondissant cette trajectoire, premièrement, structurer un guichet unique pour les rapatriés, 3 à 6 mois. En avançant dans cette réflexion, les administrations doivent unifier les démarches de résidence, de fiscalité et d'intégration professionnelle. Une plateforme centralisée réduit les frictions et permet de mesurer les flux en temps réel. L'indicateur principal, délai moyen de traitement. En approfondissant cette trajectoire, quatrièmement, développer des hubs de formation mixte, 9-12 mois. En avançant dans cette réflexion, ces espaces associent talents locaux et rapatriés pour accélérer la montée en compétences. Le résultat attendu, augmentation du taux d'insertion dans les secteurs à forte croissance. Plus loin dans cette dynamique, cinquièmement, instaurer un mécanisme d'évaluation trimestrielle continue. En poursuivant le fil de cette transformation, il permet d'ajuster les politiques avant que les tensions ne s'installent. La mesure régularité des rapports publiés. À ce stade du récit collectif, au centre de cette feuille de route, une idée domine. La durabilité exige méthode, transparence et cohérence politique.